Alors, bonjour à tous et à toutes et bienvenue à chacun, que ce soit ici dans cette salle à l'Université Laval ou en ligne aussi, puisque la conférence est web diffusée. Donc, une conférence ce matin qui s'intitule le programme Protic et ses incidences sur l'aménagement du temps. Je suis la présidente d'atelier, je m'appelle Nathalie Couzon, je suis conseillère en transfert et innovation au CETREC et responsable du RIR, le réseau d'information pour la réussite éducative. Donc, avant de laisser la parole à nos trois conférencières ce matin, je rappelle quelques consignes relatives à la web diffusion. Donc, pour que les personnes puissent bien nous entendre en web diffusion, il est essentiel, donc, si vous avez des questions, d'utiliser un des micros qui se trouve dans la salle. On prendra les questions au fur et à mesure qu'elles interviendront dans le temps de la conférence. On se gardera aussi un petit peu de temps à la fin s'il y a d'autres questions. Si vous êtes dans la salle, donc les questions, vous vous acheminez vers le micro qui est ici. Et si vous êtes en web diffusion, utilisez la section clavardage qui est associée à l'activité. Les questions nous seront transmises et je pourrai moi-même les adresser à nos conférencières. Donc, sans plus tarder, nos trois conférencières ce matin vont vous parler du programme Protic sous trois perspectives différentes mais complémentaires: la recherche, l'organisation dans l'école et l'expérience du terrain. Donc, Madame Christine Garcia, ici à ma droite, directrice du Collège des Compagnons de la Commission scolaire des Découvreurs depuis juillet 2015. Elle a été aussi directrice adjointe au programme Protic de 2000 à 2005 et elle s'est occupée de l'implantation de ce programme ainsi que la mise en place de projets pédagogiques. Donc, elle va vous présenter tout ceci bientôt. Stéphanie Boudreau-Carrier, qui est ici aussi au Lutrin, enseignante au secondaire depuis janvier 2000. Elle est donc enseignante au programme Protic et depuis 2003, elle enseigne le français et l'univers social, c'est bien ça. Et depuis 2018, c'est à titre d'animatrice pédagogique qu'elle contribue au développement du programme Protic, pour lequel elle a donné la formation aux enseignants désireux de se joindre au projet. Enfin, assise ici à droite, Madame Thérèse Laferrière, professeure titulaire à la faculté de l'éducation de l'Université Laval, qui est associée depuis le départ du projet donc à Protic, pour suivre notamment la dimension de la collaboration et des technologies. Donc, je les laisse vous parler du projet. Bonjour à tous. D'abord, je tiens à vous remercier d'être là. Je tiens aussi à préciser que mon style, c'est un style d'enseignement auprès des enfants. Donc, être derrière un micro comme ça, avec une posture où j'ai de la difficulté à ne pas bouger, pour moi, c'est difficile. Donc, je vais essayer de m'adapter tout au long. C'est pour ça qu'on vous a proposé de poser vos questions au fur et à mesure pour que ça ressemble plus à ce qu'on connaît d'une classe du secondaire. D'abord, je vais commencer la présentation en vous demandant: est-ce que vous avez des souvenirs précis de votre secondaire? On va se diriger juste dans les bons souvenirs. Est-ce que de ces souvenirs précis-là, vous avez des souvenirs d'un enseignant qui a marqué votre vie ou qui a changé quelque chose dans votre vie? Je fais le pari que parmi les réponses que vous pourriez me donner, la notion de temps en fait partie. Un prof qui a pris du temps pour expliquer quelque chose, un prof qui a pris du temps pour communiquer ou pour discuter avec sa classe, un prof qui a pris du temps pour revoir, pour vous accompagner, pour appeler à la maison, un prof qui a pris du temps. Or, le temps, vous le savez, on en parle depuis ce matin, ça nous manque. Comment fait-on quand on a 120 élèves, 150, 200 élèves pour prendre du temps avec chacun d'eux? Bien, la question se pose. Au Protic, nous, on a repensé le temps, on a réorganisé le temps il y a de cela 20 ans, 21 maintenant, et c'est ce dont on va vous parler aujourd'hui. Et les deux acteurs principaux du Protic sont avec nous aujourd'hui, Thérèse et Christine, donc je leur cède d'entrée de jeu la parole. Écoutez, je ne pense pas être le premier acteur, mais ce qui est important, c'est que quand on essaie de voir les choses différemment, l'opérationnel est important. Il y a probablement ici dans la salle des gens qui gèrent les opérations. Donc, sortir du modèle et revoir le modèle, c'est important. J'ai été aussi dans le passé 10 ans à l'éducation des adultes, en formation professionnelle. J'ai vu le secteur jeune. Ma grande force a toujours été de déconstruire les modèles existants
et de penser autrement et surtout d'y arriver financièrement. Ça, c'est très important parce que quand on a les moyens, on peut faire des choses. Juste pour vous dire, le Collège des Compagnons, actuellement, bien, c'est une école publique. C'est super important à dire. C'est une école qui a 1215 élèves actuellement, qui va en accueillir près de 1265 l'an prochain, puis ça n'arrête pas d'augmenter. Le programme Protic, sur les 1215 élèves, c'est 700 élèves. On a aussi un secteur d'adaptation scolaire d'une centaine d'élèves et les 400 élèves qu'il reste sont nos élèves du programme lesciences.com qui sont notre formation générale. Dans notre organisation du temps, on a une certaine équité qui est complexe. C'est que nos enfants, tous nos enfants peuvent faire 13 sports intégrés à l'horaire. Alors, vous imaginez un peu la gymnastique. Donc, ils ont le choix. Ils peuvent faire de la musique, ils font de l'art. Donc, dans les programmes pratiques et lesciences.com, nos élèves ont des options qui sont communes, qui doivent être pensées dans l'organisation et le fonctionnement. Dessinateurs de travail, vous comprendrez que c'est mes élèves en adaptation scolaire et leur organisation du temps est totalement différente. D'accord? Si on entre à l'intérieur du collège, quand on pense au programme pratique puis à l'organisation du temps, il faut savoir aussi que c'est un programme qui, à l'époque, quand on a commencé, ceux qui connaissent les diagonales, alors j'ai été une des premières en 2000 à sortir une hache et à dire les diagonales, ça ne devrait plus exister. Donc, si on veut des demi-journées, si on veut déplacer le temps. D'ailleurs, il y a 10 ans, j'avais été associée au CETREC quand on commençait à penser le temps autrement. Si on veut que les enseignants puissent se rencontrer, si on veut faire des équipes disciplinaires, des équipes niveau, des équipes cycles, bien, c'est important de changer ce paradigme-là. Je n'avais jamais pensé à ce moment-là, du haut de mes 32 ans, que 21 ans plus tard, bien, ça serait 30 enseignants, puis ça serait 700 élèves, parce que je le faisais pour 5 enseignants à l'époque. Alors, il faut se dire que quand on lance une balle en organisation, on ne sait jamais, avec le temps, qu'est-ce que ça va avoir comme coût et comme organisation. Donc, on a un système qui est quand même intéressant parce que dans notre organisation du temps, c'est peut-être quelque chose que vous avez, on a déjà un choix collectif et collégial de 30 minutes quotidiennes en fin de journée. Qu'est-ce que ça permet? Ça permet qu'il y a quand même une période qui est de 100 minutes parce que la période d'étude est toujours rattachée à la période précédente. Donc, dans l'organisation des activités et des projets, bien, ça permet, parce qu'on a, dans le fond, des périodes de 70 minutes, plus une période de 30 minutes, rattachée à la dernière période. On a aussi une perception du temps au niveau individuel et collectif qui permet tutorat, qui permet suivi. Ça permet, je parle beaucoup trop vite, hein? Je vais respirer. Ça permet plus de temps pour l'évaluation, pour nos mesures d'adaptation. Donc, notre période d'étude est très, très, très pratique. Actuellement, je m'en sers beaucoup pour les élèves en difficulté, pour les mesures d'aide. Il y a des gens, des fois, qui se disent comment est-ce qu'on peut travailler quelque chose. Bien, voyez-vous, je prends 30 minutes. Puis, par exemple, s'ils sont en français, je prends 30 minutes à la période précédente et je fais des ateliers pour les élèves en lecture, en écriture, en mathématiques. Quand on a cette flexibilité-là au niveau de la réussite éducative, c'est quelque chose qui peut être exploité et ce qui est sur le temps de travail des enseignants aussi, ce qui est important. Et là, on peut rajouter une deuxième ressource et tout ça. Est-ce qu'il y en a qui connaissent Protic d'entre vous? Est-ce qu'il y en a qui n'ont aucune idée, qui n'ont jamais entendu le mot programme Protic? OK. Donc, on va vous présenter d'abord qu'est-ce que le Protic. Christine, je te donne encore la parole. Le programme Protic, c'est un programme où est-ce qu'il y a des tests d'admission. Qu'est-ce qu'on cherche? On cherche, je vais commencer par l'entrée, un profil d'élèves. Ce ne sont pas des élèves qui sont ultra performants ou très performants, mais ce sont des élèves qui sont dans la moyenne. Mais on va leur offrir la possibilité qu'ils n'auraient pas dans d'autres situations de vivre un curriculum enrichi de la première à la 5e secondaire. On s'est rendu compte que ça permettait à des élèves dans la moyenne d'atteindre des résultats intéressants en mathématiques, en sciences et en anglais. On cherche aussi des profils d'enfants
collaboratif. Donc, on a un moment où est-ce qu'on se donne des moyens de les observer pour s'assurer qu'à la base, au niveau de la communication, il y a des éléments qui nous permettent de penser que ces jeunes-là vont être heureux. Parce que c'est 100% de leur temps où est-ce qu'ils vont apprendre à travailler en collaboration. C'est sur les 5 niveaux. Donc, je vous dirais que moi, quand j'ai été adjointe, j'ai eu le défi de la sanction des études. Quand on met un programme en place, là, on ne pense pas à la sanction des études. Mais quand arrive la sanction des études, pour ceux qui l'ont fait, c'est comme un vrai test. C'est vrai que les examens de la commission scolaire peuvent être certains tests et tout ça, mais la sanction des études, c'est pour se dire, est-ce qu'on va mettre notre pédagogie de côté? Est-ce qu'on va tout mettre de côté pour se concentrer sur le fait qu'ils réussissent? Ou est-ce que tout ce qu'on va avoir mis en place pour ces jeunes-là va faire qu'avec la préparation dont ils ont besoin, comme tous les autres enfants, ils vont passer le test de la sanction des études. Je peux vous dire qu'ils la passent haut la main, le test de la sanction des études, même en anglais langue maternelle, parce qu'ils passent le vrai examen national d'anglais langue maternelle, ces élèves-là. Cette année, c'est 691 élèves. On a parlé du curriculum enrichi, donc j'ai de l'anglais langue maternelle de la première à la 5e secondaire. C'est sûr que mes enfants passent aussi le ESOL en 5e, en 4e, en 3e. En 2e, on leur fait passer les examens de la commission scolaire pour s'assurer qu'ils sont à niveau. Puis en première aussi, on a un enrichissement. Ils font tous des maths SM 4 et 5. C'est actuellement une question qu'on s'adresse comme communauté parce qu'on est en train d'analyser les résultats. Ils font tous de la physique, mais ils ont le choix entre la chimie et on a monté un programme de presse d'univers médiatique qui est vraiment un programme super le fun où ils ont des charges de projet à faire en 5e secondaire. Ils ont aussi, je vous dirais quand même, des attentes élevées au niveau de la langue, mais auxquelles ils répondent très bien. On a 3 axes de formation au niveau des aptitudes. Les élèves ont un bulletin d'aptitude, on va le voir plus tard. C'est que nous, on les projette dans les compétences du 21e siècle. Donc, ils ont un axe entrepreneurial, ils ont un axe technologique et ils ont le travail en collaboratif. Donc, pour nous, on appelle ça l'émergence des communautés d'apprentissage parce qu'on se dit que ces enfants-là, dans le fond, c'est les futurs travailleurs en collaboration de demain. Et ils ont tous un projet de niveau qui a une destination qui est différente pour nous démontrer finalement tout ce qu'ils ont fait dans l'année, comment est-ce que ça les projette. Première secondaire, ils font un proticoloque, donc on invite les élèves du primaire et ils démontrent finalement comment ils sont devenus de bons vulgarisateurs. En 2e secondaire, Stéphanie peut peut-être plus l'expliquer parce qu'elle a vécu en 2e secondaire le projet beaucoup. On va y venir dans les projets de niveau. Okay. Oui, il y a une web télé. En secondaire 3, il y a un projet personnel d'orientation, comme dans toutes les écoles, j'imagine. En secondaire 4, on a un festival du film. Qui a une grande ampleur quand même parce qu'ils produisent 2 courts-métrages. Et finalement, en secondaire 5, on a un projet héritage où les élèves doivent faire un projet entrepreneurial, puis on est là-dedans. Là. Demain, c'est le colloque héritage où on présente tous les projets héritage. Protic, c'est une communauté d'apprentissage. Ce matin, je ne sais pas si vous étiez dans le grand salon pour la conférence qu'il y avait juste avant sur les communautés d'apprentissage. Donc, on est une communauté d'apprentissage depuis le début. C'est-à-dire que tous nos élèves sont en communauté d'apprentissage eux-mêmes et les profs aussi, on est en communauté d'apprentissage. Ça veut dire que mes élèves sont tout le temps en travail d'équipe. Ce que vous voyez là, c'est une image, une photo d'une classe de secondaire 2. Nos tables sont différentes. Quand vous rentrez dans un local pratique, les tables, c'est des tables A4 et les travaux d'équipe, c'est tout le temps. Vous me direz, mais qu'en est-il de l'évaluation? Est-ce qu'on donne un diplôme d'équipe à la fin du secondaire? Non, bien sûr que non. On a développé quand même une capacité de voir comment le travail d'équipe, l'apprentissage en équipe est possible et l'évaluation se fait seule pour beaucoup de projets à la fin. Pardon. Donc, comment ça s'organise, Protic? Si on regarde la configuration actuelle des enseignants, j'ai mis des couleurs ici pour essayer de vous montrer comment peut s'organiser notre communauté d'enseignants. La première chose qu'il faut savoir, c'est que comme enseignant, on accepte d'enseigner 3 matières en même temps. Plutôt que d'avoir 6 groupes à une matière, j'enseigne à 2 groupes, donc 60 élèves.
et j'enseigne 3 matières. Là, je vais être à cheval dans mes exemples entre mon secondaire 2 et mon secondaire 5. Cette année, j'enseigne 5 matières. C'est ma première année en secondaire 5, j'enseigne 5 matières. Les autres années, ça faisait 13 ans que j'étais en secondaire 2, j'enseignais le français, la géographie et l'histoire. L'enseignant de mathématiques enseigne à la fois les sciences, les mathématiques et le CR pour le premier cycle. Le CR passe dans l'autre champ au deuxième cycle. Si vous avez des questions, il n'y a aucun problème, on peut les prendre au fur et à mesure. Éthique et culture religieuse, pardon, ce qui est un cours obligatoire. Et finalement, la troisième couleur qu'on voit, c'est l'anglais, langue maternelle. Donc, je vais prendre le micro et me déplacer. Si vous regardez, on a différentes équipes. D'abord, il y a une très grande équipe programme où on est rendu au-dessus d'une trentaine d'enseignants au pratique. Ensuite, vous avez des bandes comme ça. C'est le secondaire 1, secondaire 2, les équipes au fur et à mesure. Donc, si on regarde le groupe 31 et le groupe 32, ils ont 3 enseignants. Les élèves cheminent avec 3 enseignants tout au long de l'année. Ce qui donne une réorganisation du temps, une possibilité complètement différente. Et je vais vous montrer les calendriers, les horaires des élèves et des enseignants, ce que ça peut offrir comme possibilité. Et on va y venir aux avantages et aux inconvénients aussi parce qu'il y en a. Alors, si on regarde, Michel et Marie-Pierre enseignent, Michel enseigne en mathématiques, Nicolas enseigne en mathématiques auprès des autres groupes et Cynthia enseigne au groupe 35 et se retrouve donc à cheval entre le secondaire 3 et le secondaire 1. Donc, elle, pour elle, ça fait plus de planification, évidemment. Donc, en vert, c'est l'univers social. Au premier cycle, on a géo, histoire et français. Et au deuxième cycle, l'univers social, on met là-dedans, je suis rendue là, monde contemporain, éducation financière, éthique et culture religieuse, français et projet intégrateur. C'est ma tâche cette année. Je suis là. Ça fait des équipes intéressantes, ça fait des communautés d'apprentissage parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a des communautés d'apprentissage chez les élèves, mais entre nous aussi, où est-ce qu'on peut se partager des savoirs et où est-ce qu'on va avoir besoin d'aide. Une communauté d'apprentissage, c'est d'abord faire face à des défis qui sont plus grands que nous seuls sommes capables de résoudre seuls avec soi-même. Je recommence ma phrase. Je ne pourrais pas, en tant qu'individu tout seul, malgré plein de temps et plein d'outils, résoudre le défi qu'on me donne. Je dois absolument avoir besoin d'utiliser les autres, travailler en commun avec les autres, partager mes savoirs, partager mes difficultés, partager mes idées pour pouvoir réussir à venir à bout de ce défi-là. C'est ce qu'on essaie de faire avec nos jeunes. On y arrive très bien. Ça donne des résultats extraordinaires. Je pourrais peut-être compléter au niveau fonctionnel. Alors, dans les tâches des enseignants, est prévue la tâche complémentaire qui leur permette de se rencontrer en niveau, de se rencontrer en sous-niveau, puis de se rencontrer en matière. On vous a présenté notre modèle parce que finalement, c'est avec ces modèles-là, nous, qu'on travaille, puis on se disait peut-être que ça va être plus parlant, c'est plus facile. Puis vous vous imaginez bien que fonctionnellement, j'ai choisi et organisé les locaux et le déploiement des enseignants pour faciliter aussi cette structure-là, parce que j'ai quand même une bonne polyvalente, là. Alors, il faut qu'ils soient capables d'être les locaux les uns à côté des autres. Il faut que leur espace, leur salle de travail, les salles de travail des élèves, parce que nos élèves ont des salles de travail comme les enseignants. Donc, le midi, ils peuvent se réunir, que les enseignants, dans le fond, il faut qu'il y ait une proximité. Parce qu'on se rend compte que dans l'informel, il se passe autant de choses comme vous et moi dans mon travail, dans l'informel avec mes adjoints, mes professionnels et tout ça, quand on est en proximité. Il est toujours perdant quand on a quelqu'un à l'autre bout de notre école. Hein? Parce que là, il faut se faire une routine de travail dans notre agenda, je ne sais pas comment vous faites, pour dire telle journée, je rentre puis je vais voir tel adjoint parce que lui, il est à l'autre bout dans telle aile. Tel jour, je vais faire ça, tel jour, puis que je la mette dans ma routine. Parce que sinon, bien, mon travail collaboratif ne peut pas se limiter qu'au courriel. Au drive, nous autres, on est, je dois avoir à peu près 1000 drives d'ouverts, parce qu'on est dans plein de projets. Donc, la technologie nous aide, mais il faut se parler, il faut se voir. Il faut se sentir comme individu, il faut se comprendre comme communauté. Alors, pour ça, c'est important, cette proximité-là. Et les gens sont dans des ailes qui, à ce moment-là, fait qu'ils habitent l'espace. Nos jeunes, bien entendu, vous comprendrez que de la première à la 5e secondaire, là, ils habitent un local. Donc, il n'est pas question de faire déménager mes jeunes. Et ça, c'est beaucoup de gains
et dans la relation maître-élève, et dans la relation d'équipe. Toutes les recherches vont vous le dire. Et malheureusement, c'est plus difficile quand quelqu'un vient remplacer. Parce qu'eux sont une communauté organisée et la personne devient un intrus. Alors, d'où l'importance de l'école associée qui est extrêmement présente dans notre communauté, ce qui fait que c'est souvent des gens qui le voient souvent qu'on retourne à l'intérieur des classes. Mais c'est ça, il y a quelque chose d'animal hein, dans le fait que de toujours vivre ensemble. Là, on se connaît, on a juste besoin de se regarder, puis on sait à peu près où est-ce qu'on est. Bien, les élèves, ils sont un peu pareils. Hein. Imaginez rendu en 5e secondaire. Il y a des collègues avec qui on travaille depuis 20 ans, donc ça donne aussi une grande famille. Ça apporte plein de choses. Vous avez ici mon horaire. Nos horaires sont générés par Google, qu'on synchronise avec notre ordinateur parce que tous les élèves sont en Mac, donc je ne l'ai peut-être pas dit, mais bien en plus qu'ils travaillent toujours en équipe, tous les élèves ont un ordinateur portable depuis le début. On a commencé avec des ordinateurs, des PC, et on est passé avec les Mac il y a déjà une dizaine d'années, je vous dirais. C'était une décision de la commission scolaire, oui. Donc, de pouvoir passer en Mac. Donc, on est synchronisé, ce qui fait en sorte que de mon ordinateur, je peux changer mes périodes et ça change les périodes dans l'ordinateur de l'élève en même temps. Donc, si vous regardez ici, vous voyez que c'est l'horaire de mon horaire, mais en même temps l'horaire de mon élève. Et mon élève n'est pas en français, ni en monde contemporain, ni en éthique et culture religieuse. Il est avec Steph. Qu'est-ce que ça change? Pourquoi je prends le temps de vous dire ça? C'est parce que le temps d'une période, nous, on le connaît peu. Quand j'ai 3 périodes avec mes élèves la même journée, je peux réorganiser ma journée comme je le souhaite. Je peux faire comme je le veux. Je ne m'arrête plus à une cloche qui me dicte quand je dois commencer ma période et quand je l'arrête. Parce que si j'ai un bloc de cours, comme ici, je passe l'après-midi avec mes élèves, ben, il n'y a pas de début de la troisième et de la fin de la troisième et début de la quatrième et fin de la quatrième. On est en continu. C'est sûr que je peux faire 2 activités différentes parce que j'ai plusieurs matières. Mes matières, je les vois, puis mes matières sont toujours imbriquées l'une dans l'autre. Je vous donne un exemple. Quand je travaille le monde contemporain, par exemple, le thème de la richesse, mes élèves le travaillent sous forme de présentation orale individuelle ou en français, je vais pouvoir les évaluer en prise de parole d'une quinzaine de minutes à l'avant. Et en monde contemporain, mais je vais évaluer mon contenu de monde contemporain. Donc, j'ai toujours mes matières qui sont imbriquées l'une dans l'autre. Quand je fais faire un iBook, à mes élèves en éthique et culture religieuse, ben, mon iBook, il va avoir beaucoup de pages, beaucoup de contenu, et ce contenu-là en écrit, ben, c'est mon contenu que je vais évaluer en français écriture. Et je peux même y aller avec une activité de lecture au travers de tout ça. Donc, le fait d'avoir des matières que je peux combiner ensemble, le fait de ne pas être freiné par la cloche, me permet de faire des projets de grande envergure et donc me permet de leur donner des défis à la hauteur d'une communauté d'apprentissage. Voyez-vous l'importance de ces différents éléments-là qui viennent jouer. Donc, les bénéfices de ce type d'organisation-là du temps, comme je vous l'ai dit, j'ai 60 élèves, j'ai que 2 locaux, je me promène d'un local à l'autre, les élèves savent toujours où nous trouver et les élèves restent en place dans leur local. Eux ne changent pas de local. On peut élaborer des projets interdisciplinaires. Ça nous arrive aussi de travailler, par exemple, avec mon prof de maths, je dis mon prof de maths, mon collègue qui est en maths, chimie, physique. Donc, on peut faire des projets intermatières et ça nous est même arrivé en secondaire 2 de faire un projet avec le prof d'anglais en plus. Donc, pour l'élève, ça donne vraiment du sens. Quand il travaille sur le territoire énergétique en géographie, qu'il voit des contenus rattachés en sciences, qu'en plus, il travaille en anglais l'empreinte écologique, ben, ça nous permet d'arriver avec une finalité, un résultat du projet qui a vraiment du sens pour l'élève et où ça vaut vraiment la peine de s'investir. Il n'est pas tout le temps découpé dans le temps, arrêté, je change de classe, je change mon cerveau. Il peut s'investir et ça donne des projets de grande envergure. C'est sûr que si je sortais des projets d'élèves et que je vous montrais ça, vous diriez, OK, c'est des jeunes de 14 ans qui arrivent à faire ça? Oui, c'est des jeunes de 14 ans qui arrivent à faire ça parce qu'en équipe,
à l'aide des outils qu'on leur donne, que je vous présente dans un instant, puis dû au fait qu'on a évacué certaines contraintes de temps, bien, ça leur permet d'arriver jusqu'à ces productions-là qui sont vraiment impressionnantes. Donc, proximité de la relation à l'élève, passer autant de temps avec l'élève. Quand je vous ai dit tout à l'heure, ils sont avec Steph, bien, ça veut dire que je passe énormément de temps avec eux. Ça veut dire que dans une journée, quand ça ne va pas bien, parce qu'ils sont tous en train d'échouer leur maths chimie physique, puis ils sont en catastrophe, c'est pas vrai, mais eux autres, c'est le même qui se sentent. Mais je peux prendre le temps de dire, on va tasser le contenu, c'est pas grave, c'est moi qui ai le contrôle de mon horaire. Je peux même échanger des périodes. Ça m'arrive de dire à mon prof de physique, là, Fred, ça ne rentre pas, donne-moi ta période, ta P2. Je te la redonne dans 2 semaines. OK, pas de trouble, je prends la P2. Donc, ça nous permet cette organisation-là, ce à quoi ils ont pensé, merci, ça nous permet d'approcher l'apprentissage différemment et ça nous laisse plus de flexibilité. Pour l'élève, ben, ça lui donne quoi? Ça lui donne une classe, un tuteur, 3 enseignants, un portable, des drives, parce qu'on travaille à l'aide des technologies. Vous êtes tous, j'imagine, familiers avec le drive, donc vous connaissez les avantages de pouvoir travailler en collaboration en temps réel sur le même document, avoir tous les outils à la même place, tous les documents à la même place, donc c'est vraiment un avantage. Des calendriers synchronisés qui se mettent à jour au fur et à mesure. Ça m'arrive des fois de devoir donner un lien à mes élèves, donc je vais dans mon calendrier devant eux, je colle mon lien dans mon calendrier, rafraîchir, les élèves reçoivent en temps réel le lien. Il y a toutes sortes de plateformes, j'en conviens, là, Impero et autres, qui permettent dans les classes de pouvoir travailler directement avec les élèves qui ont des plateformes électroniques, mais nos calendriers nous permettent ça. Des projets décloisonnés, comme je vous l'ai dit. Donc, le lien affectif avec l'enseignant, qui est si important, je pense, pour l'apprentissage, qui est au cœur de l'apprentissage pour un élève. Des contextes d'apprentissage signifiants, des horaires moins morcelés, comme je l'ai abordé il y a un instant, et la possibilité de s'investir de façon intensive. Oui. Il faut venir au micro, on m'a dit. Mais entre enseignants, on sait qu'on n'est pas habitué au micro. Alors bonjour, je suis vraiment emballé par ce que j'entends. J'essaie juste de comprendre comment, à l'intérieur d'une convention collective, d'une commission scolaire, on organise ça. J'essaie de voir ça. Est-ce que vous me permettez de répondre la vision enseignante, puis après ça, la vision directrice? J'aurais envie de vous dire qu'au début, quand ça a parti, quand ça a commencé, on était une bébite bizarre. Et ben, il n'y avait pas vraiment beaucoup d'enseignants qui s'intéressaient à nous. C'était des stagiaires en collaboration avec l'université. C'était des conseillers pédagogiques qui étaient là en place. Une entente aussi avec le syndicat local au tout départ. Oui. Ben, il y a eu une entente. Alors, Thérèse mentionne qu'il y a eu une entente. Mais on a vécu le problème qui s'est présenté un petit peu plus tard, c'est-à-dire où il y a eu un engouement, où on a commencé à être plus connu, il y a eu un engouement. Et en même temps, on a connu une espèce d'entonnoir où il y a eu moins de jobs pour les enseignants, donc on se disputait les tâches. Et là, c'est devenu très attrayant pour même quelqu'un qui ne nous connaissait pas de pouvoir enseigner juste à 2 groupes sur un niveau. Et là, ben, il y a eu des processus de sélection qui ont été mis en place aussi pour les enseignants. Ça reste un combat depuis 20 ans. Des fois, un gros combat, des fois un petit combat avec le syndicat de pouvoir faire ça. Ça reste dans le flou, des fois, du point de vue enseignant. Écoutez, le seul élément qui, quelque part, est en dehors de la convention et qui a nécessité une entente locale, c'est le fait qu'il y ait certaines exigences au niveau, parce qu'il faut enseigner 2 matières. Ça veut dire qu'il faut s'approprier un autre contenu. On n'a comme pas le choix. On a pris le pari au départ que le bénéfice pour les enseignants d'avoir moins d'élèves, aussi de pouvoir s'appuyer, parce que tout à l'heure, quand on vous montrait les couleurs, ça veut dire que tous les bleus s'appuient les uns sur les autres, que j'ai le souci de l'équilibre entre les sciences et les mathématiques, que je sais qu'il y a des enseignants en mathématiques qui sont super bons dans les vecteurs, qui vont aller aider leurs collègues qui en ont plus besoin, que je sais qu'il y a des gens
dans le fond, l'équilibre. Assez d'enseignants en français, assez d'enseignants en univers social, on s'auto-enrichit comme communauté, on ne laisse personne tomber. Et je vous dirais que ce n'est pas fait pour tout le monde. Parce que l'enseignement, c'est quand même, moi j'ai toujours dit, un acte de solitude en soi. Et le travail collaboratif brise cette solitude-là, parce que quand on ferme la porte, on est dans notre classe, on est seul avec la responsabilité que l'on a. Et en plus, quand on travaille comme Stéphanie le fait, ça veut dire qu'on a des projets. La dame le disait bien, Mme Borges, tout à l'heure, quand on travaille dans une communauté, on ouvre à la critique. Autant pour la direction, hein, autant pour les gens qui y collaborent. Ça veut dire qu'il faut être capable de refaire des mises au jeu. Ça veut dire qu'il faut être capable d'accepter même que les élèves ne soient pas d'accord avec un projet qu'on fait, qu'il faut le revoir, et ça multiples fois. Puis je le faisais souvent en entrevue, puis quand je discute en mise en situation avec les gens, puis je le vois tout de suite, là, quand je leur explique, bon, bien, ils nous présentent leur mise en situation, leur projet, et je dis, et si les élèves ne sont pas d'accord, bien, ils n'ont pas le choix. OK, on va reculer, puis on va se parler. On va se dire les vraies choses. L'adhésion des jeunes et l'adhésion des enseignants, moi, j'appelle ça des modèles de cohérence. La communauté de pratique enseignante et la communauté de pratique élève, autant que la communauté de pratique école, doivent être cohérentes, tant dans leurs attentes, tant dans leurs exigences que dans leur contribution et leur engagement. Et ce modèle-là a évolué de cette façon-là. Est-ce que c'est facile? Ça dépend parce que maintenant, c'est une grosse communauté, hein, 30 enseignants. Par contre, ce qu'on voit, c'est que le pairage, le mentorat, l'insertion, on a des cycles. Hein? On est comme dans notre adolescence actuellement. Et dans notre adolescence, bien, ça demande des structures différentes pour venir se supporter dans nos croyances, dans nos valeurs. Mais avant tout, il faut avoir la volonté de faire partie de la communauté. Mais je vous dirais que ça se vit bien avec aussi bizarre que ce soit, ça se vit bien avec le syndicat. Parce qu'ils sont venus rencontrer les enseignants et ils voient le bénéfice. Ils n'auraient pas eu tous ces membres-là si finalement tous ces gens-là n'avaient pas adhéré à ce processus-là. Puis aujourd'hui, ils sont quand même une partie forte de notre commission scolaire puis de notre école. L'autre chose que je dirais, c'est que ça part des enseignants volontaires. C'est un choix volontaire. Tout comme l'élève qui décide de venir au pratique, c'est un choix. Et quand c'est un choix, ça donne un levier, là, une puissance extraordinaire comme motivation et pour faire aboutir les choses qu'on veut faire aboutir. Mais c'est d'abord un choix. Il n'y a rien d'imposé et il y a aussi une sélection chez les enseignants, tout comme il y a une sélection chez les élèves. Donc, ici, vous avez l'horaire de mon élève. C'est l'horaire de cette semaine. Vous voyez, hein, lundi, j'ai passé 3 périodes au complet avec mes élèves. On est en préparation d'examen ministériel. Qu'est-ce que cette réorganisation permet? Alors, si vous avez une classe de secondaire 1, ça permet des projets d'équipe. On a choisi une posture pédagogique différente, c'est-à-dire que nos élèves sont en socio-constructivisme. Ça veut dire que nous, on croit fortement à la construction des apprentissages. On n'est pas dans un paradigme où l'enseignant est devant la classe et donne un cours. Les cours que je donne sont extrêmement rares et ce sont des capsules que je fais, souvent pour ajouter de la nouvelle matière ou encore pour préciser des notions que je vois qui sont plus difficiles à acquérir. Donc, ce n'est pas une posture qui est centrée sur moi, magistrale, je donne un cours, c'est une posture qui est centrée sur mon élève qui est en apprentissage et je suis là comme accompagnateur. C'est sûr que je suis en apprentissage moi aussi, avec les nouvelles technologies, avec l'information qui est tout le temps en train de se remettre à jour constamment. On n'a pas le choix de changer de paradigme. En tout cas, nous, c'est comme ça qu'on le conçoit. Et comprenez bien que je ne suis pas en train de dire que Pratique, c'est le meilleur programme au monde. Je crois en une diversité de programmes et une diversité de façons d'apprendre. Mais pour certains enfants, cette façon d'apprendre-là, qui est une posture par eux-mêmes, très entrepreneuriale, bien, ça fonctionne bien. Quand on parle de la sélection des élèves, là, on est loin de la sélection du PEI. Dites-vous une chose, c'est que quand on a commencé ça, moi, je crois profondément à l'effet placebo d'être choisi. Moi, je pense que quand on regarde quelqu'un dans les yeux,
puis qu'on lui dit, moi, je pense que tu vas réussir parce que tu vas être dans mon équipe, on vient de franchir un pas. On y a tellement cru que la sélection de nos jeunes, ce n'est pas une firme externe qui le fait, et tout ça, c'est un processus interne des enseignants avec des activités qui sont montées par les enseignants. On analyse les bulletins pour être sûr qu'on n'a pas d'élèves, dans le fond, qui ont des échecs importants, parce que s'ils ont des échecs au primaire, vous comprenez que mon profil d'augmenter la moyenne pour les amener dans la moyenne supérieure, c'est quelque chose qui peut s'avérer difficile, surtout en mathématiques. Je regarde des profils, ce que j'appelle des profils de tête, quand on fait cette sélection-là. Et ce qu'on veut, c'est voir comment les enfants, puis on veut créer un premier contact, dans le fond, de mise en situation collaborative entre les enfants puis les enseignants. On y a tellement cru que quand est arrivé les frais chargés aux parents, on a retiré les frais, puis c'est l'école qui a payé, et les gens à l'interne pour continuer le processus. Nous, ce qu'on voulait, c'était vraiment être capable de voir ces enfants-là avant qu'ils entrent. Puis, je vous dirais que le niveau de sélection n'est vraiment pas important. Là. Parce que j'ai vu beaucoup d'enfants en difficulté au pratique et Stéphanie peut en témoigner, qui ont certaines difficultés puis qui s'en sont extrêmement bien sortis. Je vous dirais que le fait qu'eux, automatiquement, ils n'ont pas besoin des mesures d'adaptation déjà, ils sont déjà avec un portable. Donc, vous voyez certains éléments aussi qui progressent au niveau de l'écriture. Je trouve ça important parce qu'on est dans l'équitabilité actuellement à tout rompre, mais il faut voir aussi qu'il faut savoir comment est-ce qu'on ouvre la porte d'entrée aussi aux jeunes pour qu'ils prennent une posture de réussite éducative. Et le fait d'être choisi, c'en est une importante. Un petit élément là-dessus. Les premières années, quand on interviewait les élèves, le côté recherche, là, sur le fait d'être apathique, et on allait à des parents aussi, ils nous disaient « Mon enfant n'aimait pas l'école ». Alors, on avait à peu près le quart des parents qui avaient choisi, parce que c'était prendre un risque, on est en 97, là, la première année, qui disaient « il n'aime pas l'école de toute façon, je l'envoie là ». Donc, ça a été la raison d'environ plusieurs personnes. Oui, puis dans le temps, on avait une majorité de garçons. Ça m'est arrivé d'avoir juste 4 filles. Oui, il y a encore une majorité de garçons, mais dans ce temps-là, c'était peut-être un peu plus flagrant. Ça m'est arrivé d'avoir 2 filles dans ma classe, 4 filles dans ma classe pour le restant des garçons. Donc, c'est une classe très vivante, ça bouge beaucoup. C'est possibilité de faire, d'essayer des nouvelles plateformes, de se tromper, de recommencer. Ça donne vraiment un enseignement qui est différent, je pense, d'un point de vue. Ça donne un enseignement qui est différent parmi toute la panoplie des types d'enseignements qui existent. De grands projets, je vous l'ai dit il y a un instant, les outils qu'on peut utiliser et qu'on doit utiliser et sur lesquels on se base, évidemment, on a tous un portail. On a commencé par des sites. Chaque enseignant avait son site. Finalement, on s'est jumelés ensemble sous un même portail où l'élève peut retrouver ces différentes matières, les projets de niveau, les ressources qu'on leur met, les messages aux parents. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ils ont un calendrier qui est synchronisé dans leur ordinateur. Donc, ça nous permet de mettre des tâches ou eux-mêmes de se mettre des tâches entre eux pour les rencontres d'équipe parce qu'ils travaillent sur l'heure du midi ou ailleurs des temps de rencontre. On a aussi les drives, tant du côté des élèves que du côté des enseignants, parce que c'est des communautés d'apprentissage, tant du côté des enseignants que du côté des élèves. Donc, j'imagine, vous connaissez la plateforme des Google Drive, très bien. Et finalement, ça nous permet de développer des aptitudes pratiques. C'est le bulletin pratique qu'on a développé à travers les temps. C'est sûr que travailler en équipe, dans une posture pédagogique où c'est l'élève qui apprend, il se peut qu'il y ait des pertes. Ça se peut qu'il y ait des pertes. On fait le pari que les gains, c'est au niveau des compétences du 21e siècle et dans d'autres sphères. On a regardé à travers les temps quelles étaient les forces de nos élèves quand ils arrivaient au cégep. Il y a des recherches qui ont été faites aussi, qui ont suivi nos élèves par après. Et nos élèves disaient, ouais, quand j'arrive au cégep, je le vois que je suis différent. Puis on a essayé de les faire parler pour comprendre, t'es différent comment? Et là, ils nous ont expliqué qu'est-ce qu'ils avaient gagné, quelles étaient leurs difficultés aussi. On a essayé de s'ajuster par rapport à ça. Et après ça, on en a fait une espèce de synthèse pour dire, OK, au pratique, on a 3 axes qu'on développe. L'axe vert, c'est la résolution de problèmes en collaboration.
Donc, on s'est dit, quels sont les vecteurs importants, quelles sont les aptitudes importantes chez les élèves? Il y en avait plus que ça, on est obligé d'en éliminer. Mais on en est venu à dire, pour qu'un travail, un défi puisse être relevé en collaboration chez les jeunes, ça prend ces aptitudes-là. Ça prend dans l'équipe un novateur. Ça prend dans l'équipe un agrégateur qui va venir rassembler les documents, une espèce de secrétaire gestionnaire. Ça prend quelqu'un qui vérifie les consignes, qui vérifie, qui valide auprès de l'enseignant, qui valide aussi à savoir est-ce que c'est vrai ce qu'on est en train de dire, valide les sources. Ça nous prend quelqu'un qui pose des questions. Pas je peux-tu aller aux toilettes, pas des questions pour lui-même, mais bien des questions pour essayer de réfléchir autrement. Est-ce qu'on s'en va à la bonne place? Ça nous prend un synthétiseur aussi, quelqu'un qui dit, là, si je comprends bien un instant, là, si je comprends bien et qui élève le propos et qui essaye à toutes les fois de ramener tout le monde. Et évidemment, la capacité d'altruisme, de prendre en compte l'autre, les besoins de l'autre. On a un axe d'entrepreneuriat et l'entrepreneuriat, on ne le voit pas seulement comme, je vais faire une petite entreprise de sacs magiques et je vais les vendre, ce qui est vraiment très bien. On l'applique aussi au niveau de la pédagogie, de l'apprentissage. Donc, c'est notre apprentissage elle-même qui est entrepreneurial. Donc, on a besoin pour apprendre de cette façon-là, dans cette posture pédagogique-là, d'enfants qui sont créateurs, solidaires, engagés, leaders. Et là, leader est là 2 fois, mon erreur. J'ai manqué de temps, je suis désolée. Et finalement, on a notre culture technologique, donc l'adaptabilité et la maîtrise. C'est impossible pour moi de donner des cours sur les plateformes qu'on utilise. Il y a trop de plateformes, je passerai ma vie juste à faire ça. Donc, c'est sûr que ça nous prend de l'adaptabilité, mais ça prend aussi de la maîtrise pour être capable de gérer un ordinateur sans finir que la GRC débarque à l'école parce qu'on a laissé faire n'importe quoi aux élèves. Donc, ça nous donne un bulletin pratique. Ça nous donne l'occasion, à travers l'étape ou même pendant l'étape, après un projet, de donner des aptitudes. Les élèves peuvent se donner entre eux aussi des aptitudes. Nous, on peut le reconnaître, on a fait faire des petits collants qu'on donne aux élèves qui reçoivent à chaque fin d'étape. Et à la fin de l'année, ils ont un bulletin des aptitudes pratiques pour faire ressortir ce dans quoi ils sont les meilleurs. Donc, c'est une de nos dernières trouvailles ensemble. Je passerai la parole à Mme Laferrière sur les origines du protique. Il nous reste 5 minutes. Oui, peut-être vous inviter à poser des questions. Oui, tu l'as abordé pendant 15 secondes, mais quelle difficulté ou qu'est-ce qui se passe quand ils rentrent au collégial? Parce que la posture pédagogique adoptée est très, très loin de celle du collégial. Les outils que vous avez adoptés sont loin du collégial. Moi, j'ai vécu des projets iPad. Dans le temps, c'est pas aussi long que ce que vous avez vécu avec Protic. Donc, j'imagine que vous avez plus d'expérience que moi, mais ce qu'on voit dans le cadre de notre projet iPad, c'est que ça crée certaines difficultés d'adaptation pour les jeunes. Pour les profs du cégep, ça dépend du point de vue. Donc, vous avez observé quoi? Ce que je peux vous dire, c'est que le cégep s'est adapté dans la mesure que ça a créé quand même certains chocs cognitifs. Dans les premiers temps, ils ont voulu venir faire comme un programme, une continuité au collégial. Le programme Pascal, effectivement. On avait eu des premières discussions, ça a tenu quelques années et tout ça. Puis finalement, ils se sont rendus compte que la particularité de nos jeunes n'était pas tant technologique que ça. Ils sont des utilisateurs de la technologie, mais c'est vraiment le travail collaboratif, c'est vraiment, dans le fond, les facultés cognitives qui ont été développées qui sont importantes. Il n'y a pas eu, parce que je peux vous dire que dans un autre de mes chapeaux, je suis présidente du conseil d'administration du cégep de Sainte-Foy, donc à 5 km de mon école. Donc, j'ai été je suis sur le conseil d'administration depuis 10 ans, donc je me suis beaucoup tenue au courant parce que c'est je dirais, un des grands cégeps pour les élèves du Collège des Compagnons. Ça n'a pas causé de problème pour les élèves, ça a causé des problèmes pour les professeurs. Et ça a fait avancer les professeurs dans leur réflexion. Et ça a amené de la technologie dans les classes du collégial.
et ça a fait bousculer des pratiques pédagogiques. Est-ce que c'est parfait? Non. Mais il n'y aura jamais rien de parfait parce qu'on se le dit, c'est dynamique. Hein? Puis quand on amène quelque chose en éducation, une des problématiques qu'on a, c'est que, bon, on se fait un comité, on s'assoit, on réfléchit, on met en place, puis là, finalement, les enfants sont rendus 10 lieues plus loin. Donc, il y a vraiment à réfléchir et pour tous sur l'utilisation de la technologie. Juste les impacts dans quelques années de ce qu'on est en train de mettre en place, parce qu'aujourd'hui, on peut dire, nous, que le virage numérique est pris dans notre école, dans le sens que pas juste pratique, là, mais partout. Je veux dire, il y a cette utilisation de la technologie. Je suis en train de mettre en place actuellement l'examen de 5e secondaire pour le 2 mai. Là. Mes élèves de pratique le font sur leur portable. Alors, il y a toute la surveillance, toute l'organisation, et j'ai aussi l'utilisation des iPads barrés pour mes élèves de formation générale pour accès à Antidote Ardoise. Parce que finalement, ils travaillent toujours à partir de ça, parce que tout ce qui est un changement culturel, ce que je peux vous dire, c'est que c'est complexe pour le ministère de nous suivre. Et pour nous, des fois, c'est complexe de suivre nos enseignants et c'est complexe de suivre les enfants aussi. Puis, il faut absolument, je dirais, il faut faire attention quand on balise et quand on paramètre, qu'on ne le fasse pas pour notre propre confort. Il faut laisser la pédagogie évoluer. Et il faut aussi voir qu'est-ce que ça peut donner de plus. Donc, il faut avoir toujours ce pied qui bouge et ce pied solide. Moi, je dis tout le temps, hein, on ne peut pas avoir les 2 pieds solides parce qu'on plante, on ne peut pas avoir les 2 pieds qui bougent en même temps, mais il faut avoir ce ballon-là quand on veut faire avancer. Mais moi, je vous dirais, là, on est dans un carrefour extraordinaire actuellement. Hein, il y a des gens qui vont voir ça comme plein de contraintes, qu'il n'y a jamais eu autant d'élèves en difficulté, on nous met la technologie par-dessus. Moi, je vous dis, là, comme pédagogue, c'est trippant ce qui est en train de se produire. Et on a des moyens que nous n'avons jamais eus. Je n'ai jamais fait rentrer autant de robotique dans mon école. Je n'ai jamais eu autant de jeunes en difficulté qui travaillent avec la robotique et tout ça. Le problème, c'est que j'aimerais ça me cloner par 10 pour être capable de suivre tous ces projets-là, puis encourager les enseignants, puis de leur dire que plus ça va aller, puis plus ça va s'améliorer. Mais je vous dirais qu'il y a vraiment quelque chose d'extraordinaire actuellement dans la façon de voir la réussite des jeunes. Et pour m'occuper des jeunes les plus en difficulté, je n'ai pas juste pratique sous mon aile et voir à quel point, depuis 3 ans, ils ont progressé à l'aide de la technologie et à l'aide de l'implication des enseignants. Ce n'est pas juste l'outil technologique, mais c'est l'équipe d'enseignants ressources, c'est les projets pédagogiques qui sont nés dans notre école. Je me dis que, et moi, comme j'ai beaucoup d'élèves en adaptation scolaire, ça fait que j'ai des élèves en cheminement particulier qui vont en préscolaire et qui introduisent le système un peu plus tard et qui diplôment. Et ça, je dis toujours chapeau à mon équipe. C'est parce qu'ils voient les problèmes autrement, parce qu'ils passent les mêmes examens que tout le monde. Mais est-ce que c'est bousculant? Oui. Vous aviez une petite question, je pense? Oui, quand on parle d'adaptation scolaire. C'est très intelligent ce que dit monsieur, parce qu'effectivement, il y a une liberté en adaptation scolaire, il faut l'exploiter. Ah. Oui. Mais je vous dirais que c'est des défis importants que vous présentez. Mais je peux vous dire que dès que je suis sortie de pratique comme adjointe, avant de revenir comme directrice, j'étais directrice à l'éducation des adultes. La première chose que j'ai fait, c'est créer une classe secteur jeune multiniveau pour des jeunes en démotivation. Et j'ai utilisé tout ce que pratique m'a donné. Donc, j'ai mis des enseignants avec plus d'une matière, j'ai mis de l'exercice à tous les jours, je les ai fait bouger, j'ai introduit et le taux de réussite a été de 87-88% dès la première année. Et ces enfants-là, aujourd'hui, le programme a 12 ans, 13 ans. C'est tellement vrai ce que vous dites. Dans le fond, ce n'est pas la clientèle qui est importante, c'est qu'est-ce qu'on peut faire avec l'espace qu'on a. Ça me fera plaisir de répondre, de mon point de vue, à votre question de tout à l'heure.
Je sais qu'on manque de temps, l'atelier est terminé. Si vous voulez continuer à poser des questions, essayez d'expliquer pratique en 45 minutes, c'est vraiment difficile. Et je suis disponible pour vous expliquer et répondre à toutes vos questions. Merci d'avoir été là. On a des questions ici, on a 2 Oui. minutes. Parfait. C'est extraordinaire, votre projet, mais ça prend un leader motivé et très engagé, mobilisateur, des enseignants aussi, des leaders extrêmement motivés et mobilisés, et un accompagnement aussi d'une chercheuse, là, c'est très gagnant. Voilà. Merci beaucoup. Avant que vous quittiez, je ne sais pas vous, mais moi, si j'étais élève, je demanderais à mes parents de m'inscrire au programme Protic. Et si j'avais à retourner en enseignement, eh ben, je vous enverrais certainement mon CV. Moi, j'ai été vraiment inspirée par l'idée de cette communauté d'apprentissage, qu'on soit élève ou enseignant, pouvoir partager les savoirs. Je trouve ça magnifique de créer ce lien affectif aussi qui est si important pour l'apprentissage. Donc, bref, bravo et merci à vous trois pour votre engagement et puis pour ce que vous faites pour la réussite de nos jeunes. Je pense qu'on peut, encore une fois, une bonne main d'applaudissements. Merci à tous pour vos questions, pour la richesse des échanges. On n'a pas eu de questions en ligne, mais une écoute certainement. Avant de nous quitter, je vous rappelle que les enregistrements des activités seront disponibles dans une dizaine de jours après le symposium. Vous en serez avisés par l'infolettre du CETREC. Et pour le temps du lunch, je vous rappelle que vous avez 2 endroits pour le prendre, donc soit au 4e étage au Cercle ou encore à l'espace jardin au niveau de l'Atrium. Et que si vous avez une boîte à lunch spéciale parce que vous avez des allergies ou des intolérances, il faut que vous alliez la chercher à l'espace jardin. Sur ce, je vous souhaite une belle fin de journée. Merci beaucoup.